Et bienvenue dans notre reportage hebdomadaire. Aujourd'hui, on accueille deux spécialistes de la Chine, Mathilde Léonard et Mathilda Henry, qui vont donc nous parler de cette grande puissance, mais aussi des instituts Confucius qu'ils ont implantés ces derniers temps. Donc Mathilde, d'abord, on va parler de la présence en Chine. Qu'est-ce qu'elle représente dans le monde exactement? Alors, l'État chinois a décidé depuis fin des années 70 de mettre en place une politique d'ouverture et une insertion économique et géopolitique. Donc pour cela, ils recherchent la croissance avec une forte exportation en investissant à l'étranger et en délocalisant. Donc l'État encourage et favorise leur présence à l'étranger par ces moyens. Donc on connaît aussi l'internationalisation économique de la Chine, notamment grâce à l'internationalisation du yuan, qui remplit du point de vue de la Chine des objectifs à la fois commerciaux et stratégiques. On connaît aussi le rôle modeste et prudent du Conseil de sécurité de l'ONU, sa présence en Afrique subsaharienne, le développement aussi de ses relations avec ses voisins, et bien évidemment la vitalité de sa diaspora historiquement régionalisée. Mais d'autres vecteurs sont identifiables, à savoir les expatriés, les instituts Confucius, comme on en parlait, et l'enseignement de la langue. Donc les Chinois défendent leur propre intérêt économique, mais il existe aussi une autre catégorie qui ne sont pas une stratégie d'État, qui sont les commerçants, qui eux viennent de manière libre, sans une politique définie par l'État. Donc en effet, l'État chinois utilise des itinéraires très différents pour diffuser leur culture et leur langue. Et du coup, on va voir que pour diffuser cette culture, ils utilisent les instituts Confucius. Mais exactement, ces instituts, quelle est leur influence dans le monde et surtout quel est le rôle de la Chine dans cette influence? Mathilda, est-ce que vous pouvez nous expliquer tout d'abord ce que sont ces instituts Confucius? Donc les instituts Confucius sont des établissements culturels publics à but non lucratif qui ont été implantés depuis 2004 par la République populaire de Chine dans plusieurs villes du monde. L'objectif de ces instituts est de diffuser l'apprentissage de la langue, mais aussi de la culture, à travers le monde. Donc ils sont présents sous deux formes, soit rattachés à des universités partenaires dans le monde entier, ou alors sous le régime de l'association de 1901. Ils se sont développés très vite, en moins de 10 ans, près de 500 établissements ont été ouverts partout dans le monde, et ils sont implantés dans 126 pays différents. Donc pour vous donner des petits chiffres qui datent de 2014, il y a 475 instituts aujourd'hui dans le monde, et en Europe, plus de 159 instituts avec 112 classes qui sont présentes donc dans les universités, comme je vous le disais. On voit donc que la Chine met en place une réelle stratégie de diffusion de sa culture pour s'ouvrir au monde et s'intégrer. Mathilde, qu'est-ce qui est à l'origine exactement de ces instituts et surtout pourquoi avoir mis en place ces instituts? Alors, l'État chinois est sans aucun doute à l'origine. Donc, comme nous l'avons vu, depuis la fin des années 70, la Chine s'ouvre au reste du monde. Donc, les pouvoirs publics ont donc la volonté de promouvoir la culture de ce pays, qui nous paraît si lointain et si différent de nous occidentaux. Donc, ils veulent non seulement diffuser leur langue, mais aussi, bien évidemment, les valeurs chinoises. D'accord. Et alors, du coup, à travers ces instituts, que cherche à nous prouver la Chine exactement? La Chine veut prouver au reste du monde, mais surtout aux pays occidentaux, qu'ils ne sont pas les seuls à être puissants, que bien qu'ils aient du retard, ils en sont conscients, mais ils sont sur le devant de la scène internationale. Et donc, ils veulent montrer qu'ils sont capables de rattraper leurs concurrents, voire même de les devancer grâce à leur culture et leur langue. D'accord. Et donc, la Chine est en train de diffuser sa culture pour maximiser sa puissance. C'est ce qu'on est en train de voir. Est-ce qu'on peut donc parler de soft power? Effectivement, la culture est ici un bon prétexte pour prouver au monde entier que le pays est toujours aussi puissant qu'il a été, si ce n'est plus. Donc la Chine a compris que les Occidentaux étaient assez réticents à sa politique, qu'il fallait donc trouver une autre issue pour pouvoir atteindre les pays occidentaux. Donc la culture est une issue pour cela. De plus, aujourd'hui, les consommateurs n'achètent plus uniquement un produit, mais sont aussi intéressés par l'image que cela renvoie, comme la France et le luxe. Donc la Chine souhaite donc rendre sa culture accessible pour se démarquer et se créer une réelle identité. Donc derrière cette envie d'étendre leur culture, il y a donc une volonté économique, celle de faire grossir sa croissance et d'accélérer ses transactions commerciales. Et du coup, Mathilda, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi l'apprentissage du mandarin et de la culture chinoise sont si importants pour ce pays?
Tout d'abord, il faut savoir que la Chine est la seconde puissance mondiale en termes de PIB et est très présente dans les échanges internationaux. C'est le premier pays importateur et le second pays exportateur mondial. Donc pour asseoir sa puissance mais aussi pérenniser sa croissance, il veut encore toucher plus de monde et que tout le monde le connaisse. Mais pour ça, ils ont bien cerné leur problématique, c'est leur langue. En effet, pour échanger et commercer, il est très important de se comprendre pour parvenir à des accords. Mais sauf que si l'interlocuteur ne comprend pas, tout ça est impossible. Confucius le disait très justement dans ses Analectes, sans langage commun, les affaires ne peuvent être conclues. Donc on pointe ici le véritable intérêt des instituts et la volonté du pays. Donc ils veulent diffuser leur langue au maximum, mais aussi la culture, pour qu'à terme les relations soient augmentées et favorisées avec les pays internationaux. D'accord. Et est-ce que du coup ces instituts ont l'effet escompté pour la Chine? Cela dépend largement de leurs implantations et de leur localisation. La sauce a très bien pris en Afrique et en Asie, mais par contre dans les pays occidentaux, le succès est beaucoup moins notable. On peut dire que c'est dû à la rigidité du gouvernement et à la censure qui est beaucoup trop présente encore aujourd'hui. Il y a de nombreux exemples. Le plus marquant est celui de l'interdiction de la visite du Dalai Lama dans les universités partenaires, puisque les instituts sont présents dans ces universités. Cela est très dommage, parce qu'à la base, ces instituts sont la base d'échanges et de dialogue, et tout l'effet inverse se produit. Ils pourraient vendre l'image d'une Chine nouvelle et plus ouverte qu'avant, mais finalement, toutes les critiques vont vers la vision que l'on avait déjà de la Chine. Et est-ce qu'on pourrait même pas parler de propagande? Parce que justement, on dit que c'est pour asseoir sa puissance, pérenniser sa croissance, il y a un réel enjeu économique derrière. Donc est-ce qu'au final, c'est pas que de la propagande et pas de la diffusion de culture? Ça fait partie des nombreuses critiques justement qui sont aujourd'hui d'actualité concernant l'Institut Confucius, effectivement. On peut surtout dire que c'est de la propagande parce que seulement les pays, les personnes natives, donc les Chinois, sont intéressés et attirés par ces instituts. Et donc eux, ils y vont pas pour apprendre le mandarin, mais plutôt pour se retrouver et retrouver leur culture, alors que les Occidentaux, eux, n'y mettent pratiquement pas les pieds. D'accord, ok. Bon, je vous remercie. En petite conclusion, Mathilde? Oui, pour conclure cet entretien, nous pouvons donc affirmer que cet élan d'ouverture chinois est une bonne chose, un fort potentiel pour la croissance et le développement chinois. Il s'agit d'une démonstration à juste titre de leur puissance. Cependant, pour redorer le blason de leur culture et de leur pays, certains efforts restent à faire. Je vous remercie à toutes les deux pour ce reportage et nous, on se dit à la semaine prochaine.